vous aurez un circuit électrique qui sera mobile, donc libre de se déplacer, mais placé dans un champ magnétique stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. Alors que pour l'induction de Neumann, le circuit était fixe et c'était le champ magnétique ressenti qui était variable. Un petit point sur le vocabulaire pour commencer. Donc, ce que nous allons étudier, ça s'appelle des convertisseurs électromagnétiques, on dit aussi des transducteurs. Et donc, ça effectue des conversions de puissance. Vous retravaillerez aussi beaucoup là-dessus en deuxième année. Donc, si vous avez un dispositif qui convertit une puissance mécanique en puissance électrique, on dit que c'est un générateur. Et en sens inverse, conversion de puissance électrique en puissance mécanique, c'est un moteur. Alors, des exemples de moteurs, on verra dans le cours le haut-parleur électrodynamique, des machines ou des moteurs à courant continu. Mais je vais commencer par les générateurs. Avec, on parlera d'alternateurs, de microphones. On verra aussi que le système qui permet de freiner les poids lourds, de les ralentir, on devrait dire, utilise justement ce principe de conversion électromagnétique. Alors, je commence dans cette vidéo par le premier exemple qui est à très bien maîtriser, qui est un classique, c'est celui des rails de Laplace. Alors, on va travailler sur un exemple qui est en translation, c'est-à-dire que le mouvement du conducteur va être un mouvement de translation. Donc, plus précisément, on va prendre, je prends le schéma qui est sur la page 2. On aura donc un circuit électrique avec une partie qui est fixe, ce sont des fils conducteurs, des rails en cuivre en général, qui seront ici notamment. Et puis la dernière partie du circuit en fait est fermée par une barre entre les points M et N, là, qui est mobile, c'est-à-dire qu'elle est libre de se déplacer. La longueur entre les points M et N est notée petit a. Et donc on place le tout dans un champ magnétique qui est uniforme, donc il a la même valeur en tout point de l'espace, mais aussi constant, c'est-à-dire indépendant du temps. Et vous voyez, le vecteur champ magnétique est dirigé selon l'axe UZ qui est vertical. On note également V, la vitesse avec laquelle la barre va pouvoir se déplacer. Cette vitesse est suivant le vecteur unitaire plus x. On considère que la barre a une résistance électrique R. On néglige la résistance du reste du circuit, et puis on néglige tous les phénomènes d'induction propre. On aurait sans doute une inductance propre de l'ordre de quelques micro-henries, donc ça donnerait un flux propre vraiment négligeable par rapport au flux extérieur à travers le circuit. Quelques remarques sur l'orientation. Là, j'ai indiqué une orientation pour le sens du courant. C'est une orientation qui est arbitraire. On va voir justement si c'est bien le sens dans lequel circule le courant ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'une fois que cette orientation arbitraire est choisie, elle impose le sens de la FM. On va le voir après sur le schéma du circuit électrique équivalent. Et puis, ça impose aussi le sens de la normale au circuit et donc du vecteur surface. Alors, si on prend la règle de la main droite, de façon à ce que la paume de la main droite épouse le contour rectangulaire, de façon également à ce que le courant sorte par l'extrémité des doigts de la main droite. On aurait le pouce de la main droite qui est orienté verticalement et vers le haut. Donc le vecteur surface est lui aussi dirigé suivant l'axe UZ. Ce sera important pour déterminer le flux à travers ce circuit. Alors pour les phénomènes qu'on observe, d'abord, quand le dispositif va fonctionner, que la barre va se déplacer, on aura donc une variation de la surface du circuit à travers laquelle on peut exprimer un flux. Donc si la surface varie, alors que lui, le champ magnétique est à la fois constant et uniforme, on a dit, on aura une variation de flux. Donc s'il y a une variation du flux, il y a un phénomène d'induction qui apparaît. Donc, en l'occurrence de l'induction de Lorentz, puisque ce n'est pas le champ magnétique qui est variable, mais c'est le circuit qui est mobile et qui va se déformer. De la même façon, là, lié à l'apparition d'un courant dans la barre Mn, il y aura une force de Laplace, et on va vérifier que cette force de Laplace va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. On vérifiera que la loi de Lenz est bien validée ici. Alors, pour les choses plus précises et plus quantitatives, on va déjà exprimer le flux à travers le circuit. Donc, à un instant T, il faut raisonner sur la surface du circuit à travers laquelle on exprime le flux. Donc la surface de ce circuit, c'est celle d'un rectangle de côté A et X ici. Donc c'est parce que X est variable que la surface est variable. Donc l'air correspondant à cette surface, c'est A fois X, X dépendant du temps. On a dit que c'était orienté suivant UZ comme le vecteur champ magnétique. Donc quand on va faire le produit scalaire du vecteur B par le vecteur surface S, on aura la valeur de B fois la valeur de la surface ici, et puis fois un cos 0 qui sera égal à 1. On en déduit la FEM induite en appliquant la loi de Faraday. Donc la FEM induite, c'est l'opposé de la dérivée temporelle du flux. La seule variable ici, c'est x, donc je peux sortir les termes constants b et a. On aura la dérivée temporelle de l'abscisse x. Et comme la dérivée de x par rapport au temps ici, bien sûr, va correspondre à la vitesse avec laquelle se déplace la barre, on va faire réapparaître la vitesse.
Ensuite, alors puisqu'on a parlé d'une FEM induite, on va faire un schéma du circuit équivalent. Donc on a dit que le circuit finalement se comportait comme une résistance et puis une FEM induite associée en série. Quand on applique la loi d'émail, alors il faut imaginer avec le sens de l'intensité du courant ici, on aurait, si je place, donc j'ai bien la convention générateur pour la FEM ici j'ai I ici, si je veux être en convention récepteur, il faut que je prenne pour la flèche de la tension en borne de la résistance une flèche verticale et vers le bas ici, donc on aurait en fait la FEM induite E qui serait égale à la tension, j'ai montré fléché ici, aux bornes de la résistance. Donc si on applique à la fois la loi d'Ohm et la loi d'émail, on a la FM induite ici, E égale à RI. Et comme E, on l'a trouvé comme étant égal à moins BA fois V de T, on en déduit cette équation qui est une équation électrique, qui permet aussi de retrouver l'expression de l'intensité du courant, donc I égale moins BA fois V de T sur R. Au passage, comme tous les termes ici sont des termes constants, on en déduit à cause du signe moins que l'intensité ici mesurée serait négative, donc la flèche que j'ai indiquée sur ce schéma-là n'était bien que ne correspondait qu'à un sens arbitraire d'orientation du courant. Donc en réalité, le courant circule en sens opposé. Donc c'est pas gênant d'avoir choisi un sens arbitraire qui n'était pas le sens réel du courant. Au passage d'ailleurs, avec ce sens du courant là, induit qui est négatif, on en déduit là, alors je reprends aussi ce schéma-là, le courant non, finalement circule en sens opposé. La circulation de ce courant induit donne naissance à un champ magnétique induit. Si vous utilisez la règle de la main droite, vous en déduisez que le champ magnétique induit, par ce courant induit, va être vertical mais vers le bas. On retrouve donc bien la loi de Lenz en termes de flux. Le champ magnétique induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance ici. Donc la loi de Lenz est effectivement vérifiée en termes de flux. Alors ensuite, on va passer à l'aspect mécanique, donc on va établir une équation mécanique en considérant comme système la barre Mn, qui est une masse petit m. On travaille dans le référentiel terrestre supposé galiléen, ce qui permet d'utiliser les lois de Newton, notamment le PFD. Alors pour les forces, on aura le poids de la barre, alors je vais reprendre le schéma ici. Donc le poids de la barre uniquement, puisque c'est ça mon système, qui serait vertical et vers le bas, donc suivant l'axe UZ. On aurait une réaction normale qui s'applique notamment aux points M et N, qui elle est verticale et vers le haut. On va se placer dans le cas idéal où il y a une réaction qui est uniquement normale, pas de réaction tangentielle, c'est-à-dire pas de frottement au niveau des points de contact ici. Et puis ensuite au niveau des forces, on aurait une force exercée par l'opérateur, puisqu'il a bien fallu mettre en mouvement la barre pour commencer. Donc on va prendre une force, alors vu le déplacement fait, on aurait une force exercée par l'opérateur suivant l'axe OX, alors elle peut être suivant plus UX ou moins UX, c'est pour ça que ici, voilà, j'ai indiqué que la valeur, la f of, donc c'est une constante, on a exercé une force constante dessus. Par contre, c'est algébrique, c'est-à-dire que ça peut être négatif. Donc si c'est positif, la force est bien suivant plus ux et la barre va se déplacer vers la droite. Si c'est négatif, la force exercée est suivant moins ux et la barre se déplacerait vers la gauche. On peut faire les deux études dans une même modélisation ici. Et puis, il y a une force supplémentaire à prendre en compte. Il y a un courant électrique qui va circuler à travers la barre Mn. Donc il y aura une force de la place associée. Alors la force de la place, normalement vous l'avez exprimé dans les chapitres précédents, c'est IL vectoriel B. Alors on va réfléchir au sens ici. Ici, ce qui est important, c'est que il faut considérer uniquement comme longueur celle du conducteur qui va être libre de se déplacer ici. Donc c'est petit a. Par contre, il faut prendre normalement un vecteur petit l. Donc ce vecteur-là, j'ai obligation de l'orienter dans le même sens que le sens donné par le sens arbitraire choisi pour le courant. Donc le vecteur indiquant correspondant à la longueur de la barre ici, c'est donc petit a suivant plus uy, pour garder le même sens ici et ici. Donc on a ici ce vecteur-là suivant y, on aura un produit vectoriel avec le champ magnétique B qui est suivant uz. On sait que uy vectoriel uz, ça redonne ux, d'où l'expression qui est notée ici. Voilà, donc la valeur de la force de la place c'est IAB et elle est dirigée suivant plus ux. On écrit le PFD, donc la masse fois l'accélération, l'accélération étant la dérivée temporelle du vecteur vitesse égale à la somme vectorielle des forces. Bon, on voit bien que les deux seules forces qui sont verticales, c'est le poids, la normale de la réaction. Il n'y a pas le mouvement, c'est uniquement suivant l'axe UX, donc la somme vectorielle de ces deux vecteurs vaut 0. Donc finalement, il reste que la somme vectorielle de la force exercée par l'opérateur et de la force de la place. Comme ces forces-là sont effectivement suivant plus UX, quand on projette et qu'on enlève les vecteurs, ça donne la masse fois la dérivée temporelle de la vitesse égale la valeur de la force exercée par l'opérateur plus IAB.
Ça donne une deuxième équation, et c'est très intéressant, donc je la note M pour équation mécanique, donc ça me donne une deuxième équation dans laquelle j'ai la dérivée temporelle de la vitesse et l'intensité du courant, alors que ici, dans l'équation électrique, alors j'avais également l'intensité du courant, mais la vitesse, et non pas sa dérivée temporelle. Donc j'ai deux équations qui vont coupler ces deux grandeurs qui sont pertinentes pour décrire le phénomène. Il va falloir donc que je les découpe, c'est-à-dire que moi je voudrais l'intensité seule, la vitesse seule, il ne faut pas mélanger ces deux grandeurs qui sont variables au cours du temps. Alors je reprends déjà, je vais repartir de l'équation mécanique, mais moi là l'intensité c'est un terme qui varie au cours du temps. Je voudrais le remplacer par quelque chose en fonction de la vitesse. Ben, on l'a vu en haut de cette page, j'avais encadré, l'intensité c'est l'opposé de BAV sur R. Je reprends l'équation mécanique et je remplace l'intensité par l'expression qui est ici. Ça me donne, alors j'ai remplacé ici, ça aurait dû faire du A carré B carré V sur R avec un signe moins, et j'ai replacé ce terme là à gauche ici, ce qui donne bien cette équation. On va l'écrire sous une forme canonique, les formes habituelles pour écrire ces équations différentielles. Alors ici, partant de cette équation différentielle, j'ai divisé par la masse, donc j'avais d de V sur dt plus B carré A carré sur R fois M, et le tout multiplié par V égale la force exercée par l'opérateur sur M. J'ai pour le terme là, apparaissant devant la vitesse, j'introduis un temps caractéristique comme on le fait habituellement pour ces équations différentielles, donc 1 sur taux, le 1 sur taux étant égal à b carré a carré sur r fois m, et donc taux c'est l'inverse de ce terme là. Donc voilà notre équation sous forme caractéristique. Alors on a une équation différentielle ici d'ordre 1 avec des coefficients constants et un second membre, donc ce n'est pas une équation homogène, un second mais qui est constant puisque je vous rappelle qu'on a pris une force exercée par l'opérateur qui est constante. Ce qui donne pour la résolution une forme que vous connaissez, donc puisqu'on a un second membre, alors on aura pour la solution générale un terme correspondant à la solution homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre, plus la solution particulière. Alors pour la solution homogène, vous connaissez, pour une équation comme ça, équation différentielle d'ordre 1 avec des coefficients constants, ce sera de la forme a exponentielle moins t sur taux. Alors taux, on l'a déjà exprimé en fonction des caractéristiques du circuit. Le A sera une constante qu'il faut déterminer avec les conditions initiales. Et la solution particulière, alors elle doit être de la même forme que le second membre. Donc c'est une constante ici. Et on l'obtient en régime permanent. Donc on a une solution qui doit être une constante. Donc si la vitesse particulière là est une constante, on a la dérivée qui est nulle. On va donc trouver V en solution particulière égale force exercée par l'opérateur fois taux ici sur M. Voilà, ce qui donne cette expression-là et j'appelle ça la vitesse limite. On regroupe les deux solutions, l'homogène et la particulière. Il reste à trouver la constante A. On la trouve à partir des conditions initiales. On suppose qu'initialement, il n'y avait pas de vitesse pour la barre. Et donc, on a donc 0 égale A plus V lim. En prenant le temps égal à 0 ici, l'exponentielle vaudra 1. Donc, on trouve la constante A qui est l'opposé de la vitesse limite. Et en réinjectant, on obtient cette expression pour la vitesse. C'est aussi intéressant de trouver l'expression de l'intensité. Alors, on a vu ici cette expression pour l'intensité. Donc, je l'ai reprise à cet endroit-là. Donc finalement, ça donnera aussi une solution de la forme, une intensité limite que multiplie un terme en 1 moins une exponentielle décroissant au cours du temps avec l'intensité limite qui a l'expression notée ici et qui est donc négative. Ce qui donne pour les représentations graphiques. Alors si on regarde ici, alors déjà pour les allures, vous aurez donc au temps 0, ici l'exponentielle vaudra 1, donc on aura une vitesse qui est nulle, ce qui est bien en accord avec les conditions décrites au temps 0. Au bout d'un temps suffisamment long, qui tend vers plus l'infini, cette exponentielle-là, à cause du signe moins, va tendre vers 0. Donc la vitesse va tendre vers une vitesse limite, on aura une droite asymptote horizontale ici. Et puis vous connaissez l'allure de la fonction 1 moins exponentielle moins t sur taux pour l'avoir vu notamment en électricité, en mécanique plus tôt dans l'année. Donc on aura cette allure de courbe. La constante de temps taux peut se trouver graphiquement. C'est l'abscisse du point d'intersection entre la droite asymptote ici et la tangente au temps 0. Et pour l'intensité, on retrouve une intensité qui sera nulle au temps 0, qui va tendre vers I limite qui est négatif au bout d'un temps infini. Et de la même façon, là, on trouve l'abscisse de l'intersection entre la droite asymptote et la tangente au temps 0. On trouve la constante de temps taux. Je m'arrête là pour cette première vidéo, je vais revenir sur les commentaires après, mais il n'y a pas, donc vous voyez qu'il n'y a aucune nouveauté par rapport à ce que l'on a pu étudier dans les chapitres précédents, mais ici vraiment l'idée est d'utiliser les deux aspects, à la fois électrique et mécanique, pour obtenir l'évolution de l'intensité du courant dans le circuit et de la vitesse. D'ailleurs on voit bien ici qu'il y a un courant qui est apparu
à partir de la mise en mouvement. Donc c'est bien de la conversion d'une puissance mécanique en puissance électrique.